Bonsoir et bienvenue pour cette conférence co-organisée par Action Militante Lyon-Arménie et les équipes de Monsieur Ligéros sur le thème Analyse stratégique de l'avenir de l'Artsakh Arménie. La conférence se déroulera en deux parties. La première partie où l'on écoutera Monsieur Ligéros et la seconde partie où vous pourrez poser vos questions directement à notre conférencier. Monsieur Ligéros, bonsoir. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi de vous présenter, pour ceux qui ne vous ne connaissent pas encore. Votre CV est bien trop long pour être énuméré. Ce soir, vous intervenez en qualité de professeur de stratégie. Vous êtes conseiller en stratégie auprès de plusieurs États et spécialiste de la cause arménienne. Je terminerai ma prompte présentation par dire que vous êtes plus qu'un ami du peuple arménien. Comme vous le revendiquez si souvent, vous êtes arménien, vous êtes donc des nôtres. À vous la parole. Merci bien pour tout. Merci bien pour tout. Alors, d'abord, c'est un plaisir parce que souvent, on est quand même isolé dans ces conflits. On ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. C'est bien d'avoir pris cette initiative et d'avoir donc des personnes en même temps sur la même plateforme en train de travailler sur la même chose. Donc, moi, pour ma part, ce que je voudrais vous donner comme élément stratégique, on va commencer comme ça. Pour certains, ça sera un peu, si vous voulez, technique, mais l'idée, c'est de vous dire qu'on est ensemble. Et si on n'a pas ces éléments techniques, on ne peut pas les comprendre. Alors, par rapport à la situation actuelle, vous savez qu'en fait, on est dans un cadre de cessez-le-feu. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'un cessez-le-feu n'est pas un traité, et en particulier un traité de paix. Donc, on a des étapes intermédiaires, comme on a l'armistice. Alors, c'est pareil, il faut bien se rendre compte que par ces étapes, il ne faut pas mélanger l'ensemble. Il faut se rendre compte aussi que si on a des différences par rapport à ce point de vue, c'est fondamental de considérer que qui a signé, donc on a l'Arménie, on a l'Azerbaïdjan et la Russie. Donc la première chose qu'on pourrait dire, c'est quid? D'accord? Quid de quoi? De l'absence de l'Artsakh. Alors c'est un point fondamental parce que on n'arrive pas à s'en rendre compte concrètement, mais il faut bien l'expliquer. Alors, l'explication d'abord. L'explication, il ne faut pas se contenter d'un cadre restreint. Alors, les Azéris tentent de faire ça. Alors, on va le voir ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup de propagande. Donc, il y a de la propagande à différents niveaux. Malheureusement, on en a dans tous les services apparemment. Et il faudrait voir ce qui se passe. La première chose, comme élément de base, c'est connaître les résolutions. Alors, je parle évidemment des résolutions des Nations Unies. Alors, les résolutions, on a la résolution 822, on les analysera, mais je voudrais quand même les référencer au départ. La résolution 853, c'est des résolutions classiques, 874 et 884. Il y a une évolution en crescendo, en fait, et il faut se rendre compte que des références uniquement à ces résolutions, ça peut être dans un premier temps négatif, mais il faut quand même les connaître bien. Alors, une connaissance. Ce qui manque beaucoup dans cette histoire, c'est les connaissances techniques. Alors, il y en a beaucoup qui pensent, parce qu'évidemment, comme l'a dit Ovanes, nous, on est vraiment dans le sens des Arméniens, mais il faut bien se rendre compte que Arménien, tout seul,
ça ne veut pas dire qu'on a raison. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on est arménien, on a raison, donc on a raison et tout le monde l'accepte. Ce n'est pas comme ça. On est dans un cadre difficile. On a d'abord le Conseil de sécurité, on a le groupe de Minsk, on a beaucoup d'intérêts différents. Donc, il faut vraiment gérer ça et se rendre compte que ce n'est pas une problématique qui concerne uniquement une arménité. Alors, ce qui serait intéressant déjà de voir, c'est que pour les défaitistes, alors les défaitistes, ils ont tort. De toute façon, être défaitiste, c'est déjà un tort, mais ils ont tort sur le plan technique. Les défaitistes, ils croient qu'en fait, c'est la fin. Donc ça, c'est faux. Voilà. Ensuite, les défaitistes, ils ont tendance à donner des explications. Alors, ils sont intéressants, ces explications. Moi, elles me rappellent un peu les gens qui croient en astrologie. En fait, ils nous expliquent après coup les choses qu'ils ne pouvaient pas voir avant. Et c'est assez intéressant parce que les arguments qu'ils utilisent, les défaitistes, c'est des arguments qui ne peuvent même pas s'appliquer au premier conflit. Par exemple, il y a des gens qui disent c'est normal qu'on soit dans cette situation parce que les Azéris, ils ont du pétrole et ils ont du gaz naturel. Ben, ils en avaient déjà quand ils ont perdu. D'accord? Donc, en fait, il ne faut pas oublier d'abord qu'ils ont subi une défaite. Ça, que vous le vouliez ou pas, ça ne change rien. Donc, il y a eu déjà une défaite. Je ne parle pas maintenant, je parle donc de la Première Guerre. Et donc, en fait, c'est une défaite azérie. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de dire, bien, les données étaient quoi? On avait une plus grande population, on avait des gens qui avaient plus d'argent que l'Artsakh et l'Arménie, bien sûr. On avait des contributions sur le plan militaire, donc l'économie différente. On avait évidemment l'énergie. Et finalement, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est de l'Artsakh n'est pas tellement sensible à ça. C'est quelqu'un qui aime sa patrie. Et des fois, quand on a juste sa patrie et rien d'autre, eh bien, c'est très difficile d'être convaincu pour partir. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Si on est dans ce cadre-là, c'est assez important de voir ce qui se passe. On a donc un cessez-le-feu. D'abord, est-ce que le cessez-le-feu, premièrement, est-ce qu'il est légal? Deuxièmement, est-ce qu'il était prémédité? Troisièmement, est-ce qu'il est définitif? Eh bien, la première chose à dire, c'est qu'en fait, sur le plan légal, c'est totalement discutable. Et je vais m'expliquer. Prémédité, c'est clair. Et définitif, c'est certainement pas le cas, puisque ce n'est pas un traité de paix. Alors, c'est assez intéressant de le voir de cette façon. Et on peut même voir la différence, par exemple, entre les Azéris. Alors, les Azéris, eux, leur mentalité, c'est de dire que c'est un gain qui est définitif. Les Russes, en fait, c'est une nouvelle situation et c'est à voir. Et ensuite, on a évidemment l'aspect arménien. Alors, les Arméniens, on a différents points de vue. D'abord, on a des points de vue d'autorégulation. Qu'est-ce que ça veut dire d'autorégulation ici? C'est qu'en fait, il y a des Arméniens qui voient que la situation n'est pas très bonne. Et la première chose qu'ils font, c'est de s'interroger si on va vraiment s'en sortir au sein de l'Arménie. Alors, ensuite, on va avoir les Arméniens qui sont contestataires. Alors, il y a de la contestation. Et puis, il y a évidemment des revendications.
Il y a la problématique aussi de la diaspora. Alors, comme vous savez, la pauvre diaspora, c'est que quand il y a des choses qui vont bien, c'est jamais grâce à elle. Quand il y a des choses qui vont mal, c'est certainement à cause d'elle. À chaque fois, il faut qu'elle trouve quelque chose de négatif à dire pour s'auto-justifier, mais ce n'est pas possible ça. Et des fois, on est simplement spectateur d'une situation qui a été créée sur place. Alors, la problématique, c'est qu'en fait, on a une guerre, donc on va dire à peu près 6 semaines, 45 jours, peu importe, on va se mettre d'accord sur un nombre. Et moi, de toute façon, je considère que c'est encore pas fini, donc on verra ça. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que sur le plan technique, un cessez-le-feu ne signifie pas la fin de la guerre. Donc, je répète, cessez-le-feu, c'est différent de fin de guerre. Et la fin de la guerre est elle-même différente d'un traité de paix. Alors, comme je connais quand même pas mal de personnes qui sont et qui nous écoutent, il y a quand même des spécialistes, il faut bien se rendre compte que ce point est fondamental. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut que vous sachiez que entre les deux, il va y avoir des négociations. Alors, la première chose à se dire, même pour ceux qui sont vraiment défaitistes et qui n'ont rien compris encore à ce qui se passe, c'est de se dire, s'il y a des négociations à venir, est-ce qu'il faut considérer que c'est la fin ou est-ce qu'il faut considérer qu'il y a une suite? S'il y a des négociations, ça ne peut pas être la fin. Donc, il y a une suite. Ensuite, maintenant, le problème de la légalité. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le conflit se situe en Artsakh. Donc maintenant, mes vieux amis vont se dire, oh là là, je sens que ça va faire de la justification, ça. La première question, c'est pourquoi l'Arménie, depuis si longtemps, ne reconnaît pas l'Artsakh? Parce que ça, c'est vraiment un problème. Pourquoi pas seulement une reconnaissance, mais même une forme d'acceptation, avec possiblement même une forme d'union? Ça, c'est la problématique générale. Ensuite, on peut se dire la chose suivante. Si vraiment on signe un cessez-le-feu et qu'on a les Arméniens, les Azéris et les Russes, c'est assez intéressant quand même de se rendre compte que les Arméniens, en tant qu'Arménie, sont hors conflit. D'accord? Donc en fait, maintenant, quelle est la situation officielle? Situation officielle, tout le monde nous le dit, même les Nations Unies, normalement, on est dans une région où c'est simplement les Azéris. Donc le statut officiel de l'Artsakh n'existe pas. Alors la première question qu'on pourrait se poser, quand même une question fondamentale, comment un Premier ministre arménien, qui n'est pas de l'Artsakh, qui ne représente pas l'Artsakh, peut signer un cessez-le-feu alors que son propre pays ne participait pas au conflit? Question. Maintenant, comment la Russie peut signer? La Russie, elle peut signer parce qu'elle a d'autres objectifs. Donc, le premier objectif, en fait, c'est le renforcement de la médiation. Très bien, ça c'est normal, c'est classique de la part des Russes. Ensuite, une mise en place sur le terrain. On a donc en fait un cadre opérationnel qui est réévalué, mis à jour et mis à un niveau qui va transformer en fait le Caucase, donc plus par une zone d'influence, mais par une zone de présence. Vous savez, depuis des dizaines d'années,
il n'y avait pas de présence réelle, à part bien sûr à la frontière arménienne turque, mais une présence effective, c'est différent. Maintenant, les Azéris, ils se mettent dans un cadre où, évidemment, ils ont été aidés par la Turquie, et encore maintenant, ils ont été aidés par des groupes terroristes, et encore maintenant, ils ont été aidés par des techniques avec les drones, etc., on va dire la technologie. Classiquement, mais c'est normal parce qu'ils ont toujours besoin d'être aidés, les Azéris. Les Azéris, ils n'y arrivent jamais tout seuls. Donc, ce n'est pas de leur faute, hein. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors, ce que j'essaie de dire, apparemment, il y a des gens de temps en temps qui écrivent sur mon tableau, mais bon, on va voir ça. Alors, ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que si on est dans ce cadre-là, la première chose à se dire, c'est si on a une signature, parce que c'est très drôle, justement, du point de vue des Azéris, ils disent c'est quelque chose d'officiel, quelque chose de légal, parce qu'en fait, il y a 3 pays qui ont signé. Ben, il faut que vous sachiez quand même quelque chose, c'est que rien que le fait qu'il n'y ait pas de représentant de l'Artsakh, c'est déjà un problème. Vous voyez, je ne dis pas que c'est une défaite, je dis que c'est un problème. C'est est-ce que l'Artsakh a cessé le feu, vraiment? Vous allez me dire, mais ça paraît évident, puisqu'en fait, on a eu la signature et on a aussi le président provisoire qui est dans ce cadre-là. On est dans le cadre du Premier ministre des Arméniens. En réalité, en fait, on a l'Arménie qui influence l'Artsakh pour dire que ce serait bien de s'arrêter. Alors, c'est présenté différemment, c'est présenté du genre on ne peut rien faire d'autre, alors il fallait que les Arméniens signent. Moi, je voudrais poser la question de la façon suivante. Pourquoi les Arméniens d'Arménie devraient signer un texte qui concerne l'Artsakh et alors qu'ils n'ont pas reconnu, donc finalement ça concerne simplement une région de l'Azerbaïdjan, ils vont être responsables d'une défaite sans être partie prenante, donc sans avoir participé vraiment à la guerre. Ça, c'est un problème, il va falloir le gérer. Un autre point aussi, quand je parlais de la préméditation, en fait, on estime, c'est ça qui est vraiment insupportable certainement pour des amis arméniens, on estime que le projet, il est prêt depuis un mois. Alors, c'est assez simple, hein, si vous faites 45 jours moins un mois, ça fait au bout de 15 jours, on était presque tous d'accord sur ce qui allait se passer par la suite. Ça, c'est important de le voir, surtout quand on a le jeu russe dans cette histoire, parce que vous voyez par exemple que dès que les cessez-le-feu a été signé, en fait, quelques minutes après, les Russes ils étaient prêts à partir pour servir de force d'intervention. Et la question, c'est qu'on peut se demander, c'est pourquoi ils ne sont pas partis avant? Ben, ils ne sont pas partis avant parce qu'il n'y avait pas vraiment d'accord avec la Turquie, hein. Donc, il fallait partir et avoir une présence locale. Il fallait à tout prix qu'il y ait une excuse. Alors, il y en a certains qui ne se sont pas rendus compte en fait qu'on était en train de fabriquer. Donc, en fait, c'est la fabrication d'une excuse. La seule façon de justifier une présence militaire, aussi bien des Russes, des Azéris et même de la Turquie de façon intermédiaire et indirecte, eh bien, c'était de dire il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui change. Alors, ça, c'est le premier point de vue. Je vais changer de page. Je vais vous montrer maintenant des choses, je pense que les miens, ils ont sauvé ça, parce que je l'ai promis à Ovanes. Donc, vous allez le voir par la suite tous. La chose que je voudrais vous dire, c'est maintenant vous présenter quelques points clés en disant ceci. La question, c'est quand on a un conflit, et qu'on a des gens de l'Artsakh et des gens qui sont azéris, c'est de comprendre quand on est de ce côté, de comprendre comment réfléchit l'autre côté. Alors, la question qu'on pourrait se poser est la suivante. Les Azéris, en fait,
ils avaient déjà subi une défaite. En subissant une défaite, ils avaient un problème, on va dire, de gloire. Le problème, c'est qu'ils étaient conscients qu'ils ne s'en sortiraient pas tout seuls. Donc, il fallait avoir un soutien. Il fallait avoir ensuite une vision. Alors là, c'est assez intéressant parce que moi, j'ai parlé avec plusieurs amis arméniens et plusieurs Arméniens sont complètement incapables de dire quelle était la vision des Azéris. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, il faut savoir que là, si on veut faire en fait un mea culpa, et vous voyez, en fait, je ne juge pas de l'extérieur, hein, comme l'a dit Ovanes, moi je suis complètement partie prenante du côté arménien. Alors, si maintenant je dérange même les Arméniens, ça ne me dérange pas. Ce qui compte en fait, c'est qu'on soutienne l'Artsakh. Maintenant, on verra. Le mea culpa que je pourrais dire du point de vue arménien, c'est que personne parmi les Arméniens ne pensait qu'en fait, c'était autre chose qu'un conflit frontalier. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un phénomène d'inertie et on se disait, bah, ça va être comme la dernière fois, une sorte de répétition. On va avoir des personnes qui vont dire qu'il y a eu des problèmes à la frontière et puis après, il fallait le régler. Alors moi, je peux vous dire que quand on travaille dans les problèmes de propagande, ça faisait déjà le début qui était différent. C'est que dès le début, les Azéris disaient qu'ils avaient été attaqués par les Arméniens. Alors évidemment, personne n'est dupe. Je pense que personne ne l'a cru. Mais la propagande, c'était quand même ça. C'était de dire que la remise en cause du statu quo provenait des Arméniens. Alors maintenant, si vraiment on connaît la situation de l'Artsakh, on se rend compte que ça, c'est absolument impossible. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup travaillé contre cette propagande. On a en gros laissé faire en disant, eh bien, c'est normal, c'est la chose qu'ils disent toujours. Mais en fait, ce n'était pas comme ça. Il y avait un objectif. Alors l'objectif, c'était la mise en place de cette vision. Alors, qu'est-ce que c'est cette vision? Eh bien, cette vision, c'est justement les résolutions. Et vous allez me dire, mais enfin, ils se sont appuyés sur les résolutions. Eh bien, vous allez voir à quel point ils se sont appuyés sur les résolutions. Donc, on les a mentionnées. On va les voir maintenant un peu plus en détail. Donc, ça va vous faire un choc parce qu'évidemment, on va revenir des années en arrière pour expliquer le texte actuel, mais c'est quand même fondamental de le faire. Alors, si on le voit de cette façon, ils vont s'appuyer sur les résolutions des Nations Unies, ils vont faire semblant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils vont faire semblant qu'il n'y avait rien avant. Donc, ils ne parlent pas de l'arménité, ils parlent de la présence des Azéris, et ensuite ils parlent des résolutions des Nations Unies. Donc, quelqu'un qui est assez innocent, en écoutant simplement les résolutions des Nations Unies, comme ça ne concerne que, je vais le mettre en vert comme ça vous le rappellerez, l'intégrité territoriale, d'ailleurs pour Ovanes, le plus vraisemblable, c'est que beaucoup d'Arméniens n'ont jamais lu les résolutions, à part des gens qui sont assez spéciaux et qui sont plus proches de moi. Les autres ont sans doute considéré que ce n'était même pas la peine. Le problème, c'est qu'à l'époque, comme il n'y avait que l'Azerbaïdjan qui existait, dès qu'on parle d'intégrité territoriale, ça veut dire qu'en fait, les propositions sont forcément positives pour les Azéris, parce qu'en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau des Nations Unies? On regarde évidemment les États officiels et on ne veut pas accepter des revendications qui modifient l'intégrité territoriale, parce qu'évidemment, on est aux Nations Unies, et par conséquent, on se dit, si on commence à laisser du mou au niveau de l'intégrité territoriale, on va avoir de plus en plus de problèmes. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est vous montrer, alors ici, je vais garder ça comme ça, parce qu'après, je pourrais peut-être réécrire, on verra.
Normalement, Fotini va sauver ça. Et je vais vous montrer la même chose, mais maintenant, je vais arrêter de partager et on va se retrouver avec les résolutions. Alors, ça va vous tenir le coup hein, quand même. Hein. S'il y en a qui ont un coup de mou, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, je dis ça parce que je vois les gens sur l'écran de temps en temps, sinon je ne les mets pas. Alors, si vous pensez que la conférence, ça sera juste comme ça, non, 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 non. On va aller crescendo, hein, et comme ça, vous serez de plus en plus en forme après. Alors, on va faire l'aperçu de la résolution 822. Alors, la résolution 822, comme vous pouvez le constater rapidement, vous allez vous rendre compte, donc je le noterai par ailleurs, donc c'est la première résolution de 1993, et si vous remarquez, vous allez voir qu'en fait, on a un problème dans la région, dans le district du Kelbajar. Alors, ça, c'est la première fois qu'on voit, et donc en fait, finalement, exige la cessation immédiate de toutes les hostilités, donc ça, c'est un vocabulaire onusien classique, et de tous les actes d'hostilité, pareil, et d'instaurer un cessez-le-feu durable, donc c'est assez intéressant, parce que là, vous avez une très bonne formulation onusienne, un cessez-le-feu durable. La question que vous pourriez vous poser maintenant, c'est est-ce que celui-là, il sera durable? Et le retrait immédiat des forces occupant le district de Kelbajar et les autres régions de l'Azerbaïdjan récemment occupées. Moi, ce que je retiens dans ce texte, comme vous pouvez le voir, c'est que, je vais le noter, vous le verrez par la suite, donc dans la résolution 822, on a une référence directe à Kelbajar. C'est un premier point et c'est bien de l'avoir en tête pour se rendre compte de ce qui se passe. Maintenant, on va aller dans la résolution, donc je vais arrêter celle-là. Vous pourrez les lire par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors, j'interromps ça. Je vais ouvrir la résolution 853. Donc, je sais, Ovanes, qu'ils ont tous lu ces résolutions, mais tu sais bien comment sont les profs. Il faut toujours qu'on vérifie. Alors, donc dans cette résolution, qui bien sûr réaffirme la résolution 822, comme vous le voyez, en fait, on est toujours préoccupé. On peut se rendre compte qu'il y a différents points de vue. On parle de bombardement, etc. Vous voyez encore qu'on a un cessez-le-feu durable, les accords de cessez-le-feu durable. Donc maintenant, c'est les accords qui doivent être durables et pas simplement le cessez-le-feu. On a une réitération. On a qu'on approuve, se félicite, et pris instamment. Alors, vous voyez, c'est différent ça. Pris instamment, c'est un peu différent de ce qu'on entendait tout à l'heure. Hein. Et là, vous remarquez aussi que dans ce travail-là, on a des références au groupe de Minsk, mais on n'a pas des références territoriales directes. Alors, c'est assez intéressant de le voir ça. J'insiste là-dessus. On va voir évidemment la même chose. Donc, je passe à la résolution 874 maintenant. Là, voilà. Je pense que maintenant, vous la voyez tous. Alors, donc, toujours pareil, vous voyez les résolutions, l'IN s'appuie sur les précédentes. Donc là, on a la résolution 822 et 853. On rappelle donc les notions du Conseil. C'est pareil, en fait, dans ce cadre-là. Vous voyez qu'en fait, on parle de territorialité, on parle d'acquisition du territoire, l'inviolabilité des frontières internationales, etc. Le vocabulaire normal. Ensuite, on a l'accueil avec satisfaction, la recommandation des parties du calendrier modifié, on le voit aussi, et on peut se rendre compte que le groupe de Minsk, il est toujours référencé. On voit de nouveau maintenant la demande des parties. Alors, on est de nouveau dans une nouvelle demande. On a évidemment, on prie instamment, mais vous remarquez encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez simplement une référence à la précédente situation sans avoir une nouvelle. On va enfin aboutir
à la référence et la résolution 884. Alors, je donne les numéros pour que vous soyez sûr que c'est bien des textes, évidemment, des Nations Unies. Et vous inquiétez pas, ceux qui ont du mal avec les résolutions, il faut bien s'y résoudre quand même. Eh bien là, vous allez vous rendre compte que ici, on a une nouvelle préoccupation qui n'était pas précédemment, se déclarant vivement préoccupé par le récent déplacement d'un très grand nombre de civils dans le district de Zangelan. Vous voyez, donc en fait là maintenant, dans cette résolution 884, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région, je vais la montrer ensuite, mais on n'est plus dans la région Kelbadjar, on n'est plus dans le même district. Bien, ça, c'est un problème. Et vous voyez qu'il y a une référence précise aussi à la ville de Goradiz. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que Kelbadjar se trouve plutôt au nord par rapport à la version classique d'une carte ancienne. Donc, on serait en fait à nord-ouest. Et là, en fait, on est en train de parler plutôt du sud. On se rend compte précisément dans la condamnation qu'on parle vraiment de l'occupation du district et de la ville. C'est assez intéressant quand on voit les deux qui sont séparés et comment on peut le voir. Donc finalement, et il leur fallut bien du talent pour se rendre compte qu'on ne parle que de certaines régions. Alors là, vous allez me dire, oui, mais alors, comment on peut comprendre ces différentes choses? Eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des points précis qui sont mis en évidence et d'autres pas. Alors, j'éteins ça. Je vais vous montrer quand même, j'espère que ça sera plus clair pour certains. Donc, je vais voir maintenant partager. Alors, c'est votre première carte. Voilà. Alors, peut-être que vous ne reconnaissez pas bien, mais en tout cas, on est en train de faire une référence à cette zone. Alors, le fait qu'on parle de cette zone, précédemment, évidemment, on est dans la zone supérieure, le fait qu'on parle de cette zone, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, ça va être la zone de contact sur laquelle maintenant on va faire une pression pour avoir une zone de contact avec le Nakhichevan. Donc, en fait, cette zone-là, déjà dans la résolution, on en parlait, et c'est assez intéressant parce qu'on parle de cette région, et évidemment un peu plus loin de la ville, et de l'autre. Si on le regarde de cette façon, on pourrait se dire, c'est intéressant, pourquoi il précise ce point? Je continue. On fait en fait un travail de ça pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'on fait. On va regarder en détail chacun des points de ce cessez-le-feu et se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient prévisibles, qu'on pouvait préparer et qui n'ont pas été gérées parce qu'évidemment, c'est toujours pareil, il y a les gens de la capitale et les gens qui ne sont pas de la capitale. Ah, en fait, là, vous voyez, on est dans le cadre de Goradiz. Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas vraiment exactement la même chose. Vous voyez, on parlait de cette région-là. Donc, en fait, maintenant, on voit que c'est quand même cet axe qui était privilégié dans la résolution 884. Alors, c'est assez important de le constater pour se rendre compte maintenant de ce qui se passe. Maintenant, je crois que vous avez assez d'éléments pour réaliser qu'est-ce qui se passe au niveau de la carte actuelle. Alors, on va revenir sur une carte qui correspond évidemment au cessez-le-feu. On va l'analyser peut-être un peu plus. Je vais faire une différente présentation pour que je puisse écrire dessus. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, je vais la faire en grand. Voilà, attention, hein, je ne veux aucune connotation sur les couleurs. Ce n'est pas une carte qu'on a choisie, nous, au niveau des couleurs, mais c'est simplement pour vous montrer ce qui se passe. Alors, si on le voit de cette façon, on va voir le problème par rapport, je vais mettre donc maintenant des annotations, je vais écrire plutôt en un peu plus gras. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la région dont on parlait, vous voyez qu'en fait, on avait évidemment cette zone-là.
on avait évidemment cette zone-là, et un peu plus en arrière, on voit les références et on se rend compte que globalement, l'Azerbaïdjan, en fait, c'est assez normal à ce comportement-là. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme Stepanakert est là, l'esprit arménien, on va dire plutôt classique, c'est de dire on va protéger cet axe et cet axe-là. Donc, en fait, on va donner une énorme importance à cette région. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout le point de vue des Azéris. Les Azéris, en fait, ils ne se mettent pas dans ce cadre de configuration. En fait, ils se mettent dans un autre cadre de configuration. Et l'idée, en fait, c'est l'encerclement des deux côtés pour pouvoir réduire la partie de la tenaille qui est importante pour eux. Donc, arriver à cette zone, dans un premier temps. Alors, ici, évidemment, on va avoir le problème du fameux corridor. De l'autre côté, c'est reprendre une partie qui va permettre d'être sûr qu'on n'a pas de contact de cette façon. Donc, en fait, vous voyez qu'on a la mise en place d'une tenaille et paradoxalement, ce qui préoccupait bien plus les Arméniens et même les Arméniens de la diaspora, c'est Stepanakert. Oui, mais l'Artsakh, ce n'est pas juste Stepanakert. Donc, on a le problème avec Souchi aussi. Alors, vous voyez en fait que l'objectif un peu plus noir, je ne vous ai pas montré des problèmes de relief. Il faut vous rendre compte que si vraiment les Azéris voulaient tuer les Arméniens, comme le pensent la plupart des défaitistes, ils n'auraient pas fait ça, c'était une perte de temps, ils seraient arrivés directement comme ça. Mais en fait, ils auraient des problèmes parce que cette zone-là n'est jamais écrite, jamais, dans les résolutions. Donc en fait, on est en train de parler d'un statu quo au niveau des résolutions qui disent « Attention, nous on se préoccupe de cette région, on a des problèmes dans cette région, on a une référence intermédiaire à Agdam, mais c'est tout. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas allés directement dans la capitale. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, on a un point de vue totalement différent. On met en place une zone de sécurité renforcée à cet endroit-là et finalement, on se rend compte que les Azéris qui pourraient rentrer par là font ce détour pour finalement arriver à Souchi. Et la question qu'on se pose, c'est ici, quid du bouclier? Ici, quid du bouclier? Alors finalement, on se retrouve avec cette situation et d'un seul coup, les gens disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a un problème. » Alors le problème que je voulais vous dire au niveau azéri, c'était de dire que la chose la plus importante, ça, et d'ailleurs vous le voyez, d'un seul coup, là, ils ont fait un report. Hein, donc ça va revenir au 25 novembre. Normalement, la conférence devait avoir lieu déjà d'après le déplacement. Ils ont rajouté 10 jours. Alors c'est assez intéressant parce que là, ils ont rajouté 10 jours, mais dans la région d'Agdam, il n'y a pas eu de changement. Et là, dans la région ici de Berzor, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la tête des Azéris, la problématique était ce grand virage avec l'Union. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'un Arménien moyen, même n'importe qui de moyen, pas besoin qu'il soit arménien, il ne pouvait même pas imaginer qu'à un moment, on demanderait de faire une jonction là. Pour les Arméniens, c'était évident que ça n'arriverait jamais. Et la problématique maintenant est de savoir, est-ce que tout ça, parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question, est-ce que tout ça qui concerne l'Artsakh n'est pas simplement fait pour faire la jonction? Et justement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des forces arméniennes?
c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont renforcés vers le centre, qui se sont repliés, quoi, on va dire, pour être sûr de protéger la capitale. Mais finalement, c'était une très bonne façon de faire pour les Azéris pour qu'ils passent sur le côté. Parce que cet axe-là est totalement vital pour les Azéris. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça leur permet, par la suite, je vais vous mettre de la couleur pour vous rendre compte de ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est cette jonction-là, là, ici, ça ne se verra pas tellement, mais ensuite, vous verrez que c'est cette jonction-là qui permet d'accéder à la Turquie. Hein. Donc, la problématique, c'est est-ce qu'en fait, c'était la protection de Stepanakert la priorité ou un principe de connexion qui permettait de revendiquer cette partie-là pour pouvoir passer? Donc, maintenant, ça vous donne une carte. Je vous montre sur une autre carte. Voilà, je pense que c'est. On voit maintenant. Je veux dire, on ne voit plus maintenant et on va le voir bientôt. Maintenant, je vais vous donner les références au niveau des échanges. Donc, sur quoi on se base. Et ensuite, on passera au texte. Alors, le voilà. Eh bien, là, vous allez vous rendre compte que c'est encore pareil. Là, cette référence que je vous ai donnée pour le 15 novembre, elle est déplacée au 25. Le 1er décembre n'a pas changé. Ici, en fait, le corridor, il va falloir le définir. Ici, on a la ligne de contact et là, on a le transfert, évidemment, du 20 novembre. Cette région-là, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Agdam, je sais exactement comment elle est et je peux vous dire que certainement, il n'y a pas eu énormément de points de contact directement. En fait, ça a été fait indirectement. Mais vous voyez, en fait, regardez là, toute cette partie-là qui est bleue, en fait, c'est une partie qui est une avancée. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a une différence entre une avancée azérie et la revendication de redonner un territoire. Si par exemple, ils étaient complètement là, ils avaient tout envahi et tout détruit, ils ne demanderaient pas le transfert. C'est pareil pour les transferts. Ici, il n'y a pas de transfert. Hein. C'est différent le point de vue. Alors, c'est assez important de l'avoir en tête pour réaliser maintenant ce que dit le texte. Alors, passons peut-être une carte encore. Non, celle-là, on n'en a pas besoin. Parce qu'après, vous me direz que c'est difficile. Et celle-là, non, je le ferai après. Je vais d'abord passer au texte. Alors le texte, j'espère que vous l'avez lu. On a eu l'occasion de l'étudier en russe et évidemment de l'étudier aussi en anglais. La version française n'est qu'une traduction, bien sûr. C'est assez intéressant que les trois pays ont signé un accord en russe. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut dire, on va l'expliquer. Donc, le premier point qu'il faut bien se rendre compte, alors je pense que c'est visible. Si ce n'est pas visible, Ovanès va me dire quelque chose au bout d'un moment. Là, je pense que c'est visible. Alors, la première chose qu'il faut se dire, peut-être pas l'ouvrir autant, parce que ce n'est pas pratique pour moi. Je vais l'ouvrir seulement ça. Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est les points de détail au niveau du texte. Alors, un cessez-le-feu complet. Ça, c'est intéressant, ça. Soit tu as un cessez-le-feu, soit tu n'as pas un cessez-le-feu. Ensuite, en fait, la fin. Parce qu'on a complet et la fin de toute opération militaire. Alors, de la zone de conflit. Alors, attention, vous voyez en fait que l'Artsakh, donc c'est toujours pareil, il y a encore des Arméniens même qui disent encore le Haut-Karabakh. On est en train de parler de l'Artsakh. Je dis, je ne vais pas la répéter à chaque fois, mais c'est important. Et c'était une erreur stratégique, il n'y a pas d'autre mot, c'était une erreur stratégique que de considérer qu'il faut appeler cette région encore le Haut-Karabakh. Donc, l'Artsakh, on parle donc du 10 novembre, on parle d'une zone, alors qu'en fait, pour les Azéris, on parle de république et on parle de république d'Arménie. Ça n'a pas été fait au hasard, que vous le sachiez. Ensuite, on parle de la région d'Agdam. Donc ici, on a une zone.
Et là, on a une région. C'est assez important parce que il y a les Azéris qui nous disent que le texte est très bien fait, très équilibré. Et moi, franchement, je me demande comment un Arménien peut se mettre d'accord pour dire qu'en fait, que l'Artsakh, c'est simplement une zone de conflit, alors que la région d'Adam, elle est une région. Donc, regardez maintenant le contingent de la paix. La Fédération de Russie, elle est capable d'envoyer directement en 1960 militaires munis d'armes à feu. J'adore cette précision, parce que moi, je voudrais savoir, et je le dis vraiment à mes amis arméniens, et même grecs et français, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait envoyé 1960 militaires, mais sans munis d'armes à feu, il y a quelqu'un parmi vous qui imagine que les Arméniens et les Azéris iraient tirer sur les Russes? Je pense que non. Ensuite, 90 véhicules blindés. Ça, c'est intéressant aussi. J'adore aussi les 380 véhicules et engins spéciaux, alors qu'ils vont se mettre en fait dans la ligne, donc ligne de contact du corridor. On voit que le contingent, ça c'est intéressant parce que souvent, vous savez, on se moque des casques bleus en disant mais ils ne sont pas vraiment armés, on les met en endroit. Apparemment, là, ils ne sont pas très bleus, ceux-là, parce qu'ils ont en fait un contingent, donc c'est quand même bien un maintien de la paix, mais enfin, c'est un maintien de la paix très quand même viril et très armé. Donc, c'est totalement différent de ce qui est le cadre habituel. Ensuite, la période de séjour, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en 45 jours, on a réussi à faire une modification qui va aller de 5 ans en 5 ans de façon automatique. Donc, ils ont déjà réglé en fait la dizaine d'années. On va avoir l'expression d'une des parties au bout de 6 mois. Donc, de toute façon, les 6 mois qui ont à venir ne peuvent rien changer d'après le cessez-le-feu, s'il est complet et s'il est définitif. Donc, ça, je voudrais bien que vous voyez la différence entre complet et définitif, parce qu'apparemment, les Azéris ne voient pas cette différence de vocabulaire. Ensuite, on va avoir un centre de maintien de la paix pour le contrôle du cessez-le-feu. Très bien. Ça, c'est classique. Ce qui est moins classique, c'est que ce centre-là, il n'est pas forcément au milieu. Alors, ensuite, la République d'Arménie. Alors là c'est vraiment intéressant, le vocabulaire. Normalement, là, Ovanes, il doit faire des saltos sur place. Les autres, je ne sais pas. Moi, je voudrais bien savoir, on va le dire dans la discussion ensuite, j'imagine, je voudrais bien savoir comment l'Arménie, en tant que république, peut restituer une région où elle n'est pas. C'est fort quand même ça. D'accord? Donc, elle n'y est pas là. Mais elle va quand même restituer la région du Kelbadjar. Vous voyez, en fait, là, on a un problème technique. Parce que l'Arménie, et moi, si j'étais Premier ministre, comme l'autre disait si j'étais président, j'aurais dit, comment voulez-vous que je restitue quelque chose que je ne détiens pas? C'est une remarque, on va le garder en remarque. Quand on va se chamailler tout à l'heure, certainement certains l'auront repéré. Alors, ils vont donner aussi la région de la Chine. Alors là, c'est encore faramineux. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la région de la Chine n'est évidemment pas détenue par l'Arménie, c'est complètement en Artsakh. Et tous ceux qui sont allés en Artsakh, et je sais qu'il y en a qui sont allés, même ceux qui ne sont pas vraiment avec un moral très haut, ils sont allés, ils savent très bien ce que ça veut dire. Eh bien, vous pouvez m'expliquer comment on peut expliquer ce verbe? Le verbe correct, c'est j'accepte de faire pression sur les Arméniens de l'Artsakh pour qu'ils se barrent de la région. C'est en aucun cas le verbe restituer. Ça ne peut pas exister, le verbe restituer. Bon, alors par contre, on verra après pour les problèmes de corridor. Alors, on a le corridor de la Chine, 5 km de large, donc qui assurera, alors c'est toujours intéressant ça, qui assurera la liaison du Haut-Karabakh et de l'Arménie. Alors là, ça me rappelle des vieux souvenirs, même sur Radio Arménie. Je me rappelle, et il y en a certains qui sont parmi vous ici, je me disais, comment ça se fait qu'on continue à mettre l'ancienne carte de l'Artsakh alors que ça avait changé? Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on nous explique que la liaison entre le Haut-Karabakh et l'Arménie sera assurée. Mais en fait, c'est ce qui se passait déjà avant. En réalité, on n'était plus dans un cas de corridor.
Vous vous rappelez toutes ces cartes où on avait simplement une autoroute qui liait les deux pays, les deux entités? Mais non, c'était faux ces cartes. C'est pour ça que moi, en 2007, j'avais demandé d'être présent en tant qu'observateur international aux élections dans la région de Berdzor. Et normalement, c'était une région qui n'était pas libérée, techniquement, on disait. Ensuite, le corridor, en fait, ne touchera pas la ville de Souchi. Et donc là, en fait, ça va passer la ville de Souchi dans le cadre du contingent russe. Très bien. Eh bien, si c'est dans le cadre du contingent russe, moi, je ne pars pas de Souchi. Vous voyez? Par exemple, si vous êtes arménien dans une région où il y aura les Russes, bah, restez sur place. C'est quoi? C'est les Russes qui vont vous enlever? Ou vous allez partir tout seul? Si vous êtes dans une région où il y a des Azéris, bah, brûlez. Ce qu'on appelle la politique de terre brûlée. Mais là, à Souchi, on ne va pas brûler. On est sur place. Très bien. Ensuite, selon l'accord, alors ça c'est assez intéressant, ça fait partie des formules qu'on adore, nous, quand on fait des signatures comme ça un peu bizarres. L'accord, c'est l'accord lui-même. Donc l'accord parle de lui-même. Comment l'accord peut être autoréférent puisque c'est l'accord qu'on est en train de signer? Alors, qu'est-ce que ça veut dire selon l'accord? En fait, ça veut dire qu'il y a des négociations en amont. On s'est mis d'accord sur ce qu'on va écrire. Donc, ça a été fait avant. Mais nous, on voit que ce qui est écrit. Normalement, le texte normal devrait dire suivant l'article 1, suivant l'article 2, etc. Si on fait une référence extérieure, on est en train de parler d'une négociation dont on ne connaît pas le tenant et les aboutissants. Donc, on a été au courant après coup. Bien. Eh bien, on a un projet de construction, j'adore ça, j'adore aussi, un projet de construction d'une nouvelle route sur le couloir de la Chine. Donc, en fait, tout le monde sait très bien, particulièrement mes amis arméniens, que c'est une région, évidemment, qui croule sous l'or. Hein, et c'est pour ça que la seule chose qu'on a fait après 45 jours de guerre, c'est de dire on va faire une construction d'une nouvelle autoroute. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est d'un seul coup qu'on va trouver des finances, là? En réalité, en fait, ça, c'était déjà préparé. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va garder quand même 3 ans. Donc, on est en train de parler de travaux qui vont durer 3 ans, qui vont démarrer tout de suite pour la future localisation. Alors là, c'est encore plus beau, ça. Puisqu'en fait, on sait déjà que les Russes, ils vont être dans la future relocalisation, mais on ne sait pas où elle est. C'est bien, ça. Alors, ça doit être écrit où? Dans les négociations? On continue. La République d'Azerbaïdjan, qui, comme tout le monde sait, par son aspect démocratique, son aspect populaire et à quel point elle aime les gens, elle va garantir la sécurité de circulation des citoyens, des véhicules, des marchandises dans les deux sens le long du couloir de la Chine. Ça, vous voyez, par exemple, les Arméniens, on n'est pas très bon pour ça, pour la propagande. Normalement, on aurait dû dire, ben, nous, ça fait des années, et même des dizaines d'années qu'on garantit la sécurité. Hein, Ovanès, on garantissait bien la sécurité. Moi, je suis passé 3 fois par cet axe-là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit azéri. Donc, c'était très bien. Pourquoi on est obligé que ce soit la République d'Azerbaïdjan? Parce que ce qui aurait été surprenant, c'est que, par exemple, là, on nous dise, ce serait bien que ce soit la République d'Arménie qui assure. Hein? Là, normalement, certains d'entre vous, ils seraient dit, tiens, s'ils avaient mis l'Arménie, quelle aurait été ma position? En mettant, je vois que certains, ça les perturbe, j'ai bien compris, c'est bien, on a placé un point, même pour les gens qui se demandent ce qu'on va faire par la suite. Les déplacés internes. Alors, c'est assez intéressant aussi comme vocabulaire, les déplacés internes et les réfugiés. Alors, les réfugiés, ce n'est plus des déplacés internes. Déplacés, c'est vraiment interne. Alors, les régions adjacentes sur la supervision du Haut-Commissariat. Alors là, c'est formidable. J'adore ça. J'adore. Pourquoi j'adore? Eh bien, là, d'un seul coup, on a vraiment les Nations Unies à un endroit dont on se moque. Vous voyez? Les Nations Unies, elles ne vont pas être partout. Non, 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 non. C'est un endroit où ça va être simplement pour être sûr. En fait, vous savez qu'est-ce que va faire les Nations Unies? Vous savez qu'elles vont faire là? Elles vont vérifier qu'on n'aura pas des Arméniens d'Arménie qui vont rentrer en douce en Artsakh. C'est ça qu'elles vont vérifier. Il faut lire en fait ces 2 mots à l'envers.
S'ils ne sont pas réfugiés et s'ils ne sont pas déplacés internes, eh bien, ils ne retournent pas, donc ils ne peuvent pas y aller. Donc finalement, on utilise les Nations Unies pour jouer leur rôle, attention, hein, leur rôle est légal, c'est normal de faire ça. Mais en fait, on l'utilise à un endroit qui n'a pas un point de vue stratégique, sauf être sûr que des Arméniens d'Arménie ne vont pas aller discrètement dans la zone. Ensuite, l'échange de prisonniers de guerre, d'otages et d'autres détenus ainsi que de corps sera effectué. Bon, bah ça c'est très bien, c'est extrêmement classique. On n'a pas de problème. Pour l'instant, on pourrait se dire pourquoi un premier ministre arménien est censé signer ce texte. D'accord? Normalement, ça devrait être, je ne sais pas moi, le président provisoire, quelqu'un, et par exemple, il pourrait être accompagné par un Arménien. Mais même moi, si j'étais de l'Artsakh et si l'Arménie ne me reconnaissait pas depuis tant de dizaines d'années, je me demande pourquoi j'aurais besoin d'avoir une signature de quelqu'un de Yerevan. Pourquoi faire? Pour me dire quoi? Que j'ai eu tort d'être en conflit? Alors, toutes les liaisons économiques et le transport de la région seront restaurées. Alors ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que cette phrase, si on ne connaît pas bien, eh bien, ces liaisons économiques et de transport, elles ne se sont jamais arrêtées. Simplement, elles étaient sous le contrôle arménien. Qu'est-ce qui veut dire ce mot « seront restaurés » En fait, c'est « deviendront azéris ». La République d'Arménie garantit la sécurité des liaisons de transport entre les régions orientales de la République d'Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhichevan. Et là, d'un seul coup, on se dit « Ah, c'est pour ça ». Il faut vous rappeler, dans les textes qui sont stratégiques de traités de paix, etc., il faut toujours regarder quand c'est un cessez-le-feu vers la fin, quand c'est un traité de paix vers le début. C'est une technique différente. Et là, on se dit, tiens, alors apparemment, au Vanès, les combattants de l'Artsakh ont perdu le Nakhichevan. Non? Pourquoi Les combattants de l'Artsar ont perdu le Nakhichevan. C'est ça que… C'est ma question. C'est pas bizarre, non? Bah oui, effectivement, oui, parce qu'il n'y avait absolument aucun rapport dans la Et bien voilà, négociation. alors pourquoi signer cet endroit-là qu'on aura une liaison? En fait, c'est quoi? La liaison, comme c'est écrit là, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, il ne réalise pas que maintenant on passe en territoire arménien. Il se dit, ben voilà, comme les autres ils garantissent le couloir, eh bien eux ils garantissent un autre couloir. Donc c'est présenté de façon équilibrée. Donc là on parle de république et là on parle de république autonome. Alors c'est assez intéressant aussi. Qu'est-ce que c'est une république autonome? Alors si c'était une région autonome, on peut comprendre. Une république autonome, c'est encore un autre problème. Et on se rend compte que là on va parler du libre circulation des citoyens de véhicules de marchandises dans les deux sens. Moi, j'adore quand les gens précisent dans les deux sens. Vous imaginez, par exemple, si c'était seulement signé dans un sens. Les mecs, ils partent, mais ils ne reviennent jamais. Il faut quand même vous rendre compte de ce qu'on est en train de signer. Le contrôle des transports sera exercé par la garde frontière du service fédéral de la sécurité de Russie. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire ça? Normalement, on n'a pas dit que c'est l'Arménie qui garantit la sécurité des liaisons? Non, 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 non. L'Arménie, elle va avoir des Russes par-dessus elle en Arménie pour garantir le corridor. Mais alors, de quoi on parle là? Pourquoi on n'a pas mis directement les Russes tout seuls? Pourquoi elle est censée garantir l'Arménie quoi que ce soit? En fait, ça va être une neutralité passive du point de vue des Arméniens, active du point de vue des Russes. Par accord des parties, la construction, alors là, encore mieux ça, la construction de nouvelles communications de transport reliant la République autonome du Nakhichevan et des régions occidentales de l'Azerbaïdjan sera assurée. Ah, eh bien, ce final-là, comme on dirait au jeu d'échecs, c'est là la difficulté. Et là, pour ces deux derniers paragraphes, on a besoin de la signature du Premier ministre arménien. Les autres, c'est rien, c'est des détails, c'est des modifications locales. C'est des modifications locales pour quelqu'un qui va signer. Tout ça est considéré comme un détail. Et c'est lamentable parce que ça, c'est vraiment l'État.
Et là, on va avoir quelque chose. Alors là, la question que je pourrais vous poser est la suivante. Bientôt, on va rentrer dans le dialogue, j'imagine. C'est pourquoi on n'a pas signé jusqu'à l'échange de prisonniers et que d'un seul coup, sans avoir eu n'importe quel conflit avec les Azéris en Arménie, d'un seul coup, les Azéris, on va avoir droit de passage. C'est quoi? Qu'est-ce qu'a perdu l'Arménie pour donner en fait ça en contrepartie? Quand les Azéris parlent d'équilibre, ok. Alors je reviens à quelque chose pour que vous l'ayez en tête et que ça soit clair. C'est est-ce que dans les résolutions des Nations Unies, il y a le moindre endroit qui dit qu'il faudrait que le Nakhichevan soit uni? Non. Donc en fait, quand les Azéris disent mais nous on a fait simplement ce qui est prévu par les résolutions, c'est faux. Ce n'est pas ça. Alors, on va voir maintenant sur une autre carte, et je finis comme ça, sans doute. Non, non, en fait, je ne vais pas finir comme ça. Je vais virer ça, c'est sûr. Arrêtez de partager. Donc maintenant, Ovanes, il doit être dans la zone, disons, est-ce que je lui dis qu'il a fini? Est-ce que je ne lui dis pas? Est-ce que je lui propose un cessez-le-feu avec tout ce qu'il a dit? Je suis sûr que lui, il ne signera pas. Donc, je vais être sympa et je vais considérer qu'il va s'arrêter tout seul. Mais je m'arrête juste quand il le faut. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Donc, on a un papier signé par 3 pays. Il y a une partie dans ce papier qui concerne vraiment l'Arménie. L'Arménie, attention, hein, que je n'entende pas de bêtises ou m'accuser pour rien, je veux dire l'Arménie, l'État, et pas l'arménité. Donc, ça concerne que ça. Ensuite, on a une autre partie qui concerne plus, on va les mettre en vert, les Azéris. Très bien. Et puis, on a une partie, apparemment, les Russes, qui sont de toute façon partout. Ils sont là, ils sont là, et ils sont là. Alors, la mentalité habituelle des Arméniens, c'est que les Russes, de toute façon, c'est des amis. Ouais. Enfin, c'est des amis quand même qui ont un mauvais timing, parce qu'ils sont amis, mais avec un léger retard de 1 mois. Moi, j'aime bien les amis qui arrivent à temps. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas accuser les Russes d'être anglais, c'est vrai, mais si vraiment ils étaient là pour être là, la question est la suivante, ce que j'essaie de vous dire. Parce que je n'essaie pas de vous dire que ce n'est pas bien qu'il y ait la présence russe, attention. Hein. Mais je dis, si c'était à négocier la présence russe, est-ce qu'on n'aurait pas dû, en tant qu'Arméniens et Artsakhi, dire est-ce que vous auriez envie d'être dans le coin? Vous auriez envie par hasard? Si vous avez envie d'être dans le coin, nous, on est d'accord. Mais ce n'est pas la peine, en fait, de nous mettre dans un conflit pour nous dire après que vous avez envie d'être dans le coin. Vous pouvez le dire avant. Voilà. Alors, les amis, c'est toujours pareil, il faut bien les traiter. Il faut toujours faire des propositions aux amis avant. Voilà. Alors, il faut faire des propositions. Après, c'est un peu en retard, on va voir. Mais on va considérer quand même qu'on est dans un cadre amical. Je ne pense pas que personne pense que les Azéris soient nos amis. Ou alors que c'est vraiment, on appelle de la dégénération cérébrale. D'accord? Bon. Alors, les Azéris, en fait, mais ils sont très contents de ce texte, puisque ça leur permet, en fait, de garder du terrain sur là où ils avaient du terrain, c'est ce qui se pense en tout cas, et ils arrivent même à faire un petit gain, qui est vraiment, en fait, leur objectif principal. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut bien vous rendre compte, et je parle aussi à des gens qui ne connaissent pas forcément les régions, les Azéris, ils ne vont pas se dépêcher d'aller dans des régions, parce que c'est des régions dont ils s'en foutent royalement. Par contre, à la jonction avec le Nakhichevan, là, ils vont se dépêcher d'y aller. Et le problème, c'est que nous, ce n'est pas la région qu'on a le plus protégée. Donc, en fait, cette partie-là qui est fondamentale, c'est leur axe diagonal
qui va leur permettre de faire une jonction. Et nous, on s'est concentré sur la défense de ça. Mais c'était clair qu'il passerait par le bord. C'est ce qu'on appelle une attaque oblique. Ensuite, la meilleure preuve, si vous voulez, c'est Sushi. Par exemple, le président Azeri, il dit « c'est formidable, on a libéré Sushi ». Très bien. Alors pourquoi tu laisses les Russes sur place? Si tu les as libérés, il faut prendre Sushi. Et il faut habiter à Sushi. Il faut être vraiment Azeri au 100%. Non, 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 c'est pas ça. C'est qu'en fait, ce n'était pas leur objectif principal. Sushi est avant tout symbolique. Alors que pour les Arméniens, c'est quelque chose de fondamental. On ne parle pas de l'église de Saint-Sauveur pour rien. On ne se marie pas pour rien à Sushi. On n'a pas fait des restaurations de l'église à Sushi pour rien. Donc, ce que je vois en fait, c'est que ceux qui pensent que tout est terminé, il faut bien se rendre compte que Sushi, on va le libérer. Et on va le libérer, pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas un point vital des Azéris et ça va être une des premières libérations. Alors évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit encore? Donc Ovanes, il dit, bon là, il faut que je l'interromps parce qu'il est en train de partir sur l'avenir. Mais il faut bien vous rendre compte, vous savez, nous, en fait, on traite ces problèmes que quand c'est des problèmes. Sinon, personne ne nous écoute. Vous comprenez? Quand les gens vont bien, ils n'écoutent pas des conseillers stratégiques. Ils s'en foutent des conseillers stratégiques. Par contre, quand ils sont dans la merde, ils disent, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi? Tu pourrais nous dire quelque chose? Ben moi, je vous dis. Je vous dis en fait que, par exemple, il n'y a aucune raison de laisser le Kelvajar et je suis très, très content d'avoir un prêtre là-bas qui ne va pas quitter le monastère. Et la question que je vous pose, c'est très simple. Pourquoi quitter le monastère? Pourquoi? Parce que les Azéris vont rentrer dans le monastère, ils vont le faire fonctionner? Non. Alors, c'est sous protection russe. Moi, si j'étais pope là-bas, prêtre, etc., eh bien évidemment, je resterais. Et même, je l'afficherais. Parce que là, après, c'est difficile de le déloger, le type. Parce que pour le déloger, il faut aller à la rencontre des Russes. Eh bien, on ne les a pas mis pour rien là-bas. Il faut donc avoir ses amis de près, pas de trop loin. C'est bien de les avoir dans le coin et c'est bien de rester dans le coin. Ce qui est vraiment caractéristique, vous vous rappelez, hein, Papik et Tatik, eh bien, c'est le moment de prouver que c'est vrai. Ce n'est pas la peine de faire des statuts symboliques et de dire, vous savez, nous, on est là et on est enraciné jusqu'en bas, même si vous nous coupez la tête, on sera dedans. Eh bien, prouve-le là maintenant. Eh bien, reste dedans. Et bien sûr qu'on va rester dedans. On va rester dedans, on va rester à Souchy, on va rester dans Kebajar. Et là, le problème maintenant, ce qu'il faut se poser la question, c'est la question suivante. Peut-être qu'après, on va rentrer dans la discussion. Si, par exemple, les Arméniens d'Arménie, ils disent, bon, d'accord, allez, on est défaitistes, etc., mais nous, c'est hors de question que quelqu'un passe par l'Arménie. Eh bien, il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui peut leur dire qu'ils ont tort. Vous voyez, quand on est en diplomatie, si quelqu'un utilise un argumentaire, vous dites, c'est très bien cet argumentaire, dites-moi à quel endroit dans les résolutions des Nations Unies il est dit que les Arméniens doivent laisser un couloir. Deuxièmement, vous parlez sans arrêt d'intégrité territoriale. Est-ce que ce n'est pas une remise en cause de l'intégrité territoriale de l'Arménie, de laisser un couloir où il y aura des Russes qui vont faire le transfert? Parce qu'attention, hein, les Russes qui sont à la frontière, c'est différent quand c'est nous qui les demandons avec la zone de contact avec la Turquie. Ça, c'est une demande arménienne, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Ce n'est pas un traité, ça, spécial. Et les Russes ont très bien dit que nos amis, on est d'accord, hein, ils l'ont tous dit ça, ils l'ont bien précisé. Nos amis, c'est les Arméniens d'Arménie. Seulement. Si vous voulez aller tous en Arménie, nous, on vous protégera, pas de problème. Mais on protégera l'Arménie. Donc maintenant, je dis la question suivante. OK, si maintenant l'Arménie refuse le corridor, c'est quoi? C'est l'ami qui va nous forcer à l'ouvrir? Mais essayez maintenant de réagir. Si vraiment on refuse le corridor, et que c'est une bonne façon de faire, et bien sûr que c'est une bonne façon de faire parce qu'il n'y a aucune raison de le donner, le corridor. Et là, vous allez vous rendre compte que ça sera les Azéris qui vont dire
c'est pas bon ce cessez-le-feu, il faut en faire un autre. Mais nous, on va dire, mais vous disiez qu'il était définitif, etc. Non? Alors, c'est quoi votre problème maintenant? Non, non, non. On va insister là-dessus. Et alors, avant qu'on se fâche tous, parce qu'on va faire des luttes gréco-arméno-romaines, avant que j'entende tout et n'importe quoi, donc vous inquiétez pas, moi je répondrai à tout, je dis pour Avanès, attention, hein, attention, il n'y a aucune raison qu'on laisse notre terre. Aucune. Il n'y a aucune raison qu'on abandonne du terrain à un endroit où on n'a même pas fait de combat. Il n'y a aucune raison qu'on n'utilise pas les résolutions des Nations Unies. Donc, le problème du corridor, ça peut être bien, ça peut être pas bien par rapport à Souchy. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas tellement que la route passe par Souchy, c'est que moi, j'ai des gens à Souchy qui soient avec nous. Après, c'est un détail. Elle repassera par Souchy, parce que vous savez, les constructions dans le coin. Moi, quand je suis allé la première fois en Arsac et qu'on m'a dit que cette autoroute qui était terrible était la meilleure du Caucase, je me suis dit, mon Dieu, comment elles sont les autres? Alors, comme j'y ai vécu aussi en hiver, le chauffeur de taxi, moi, je pense que c'était vraiment un très grand croyant. Parce que en hiver, ce que j'ai vu, comment il conduisait la voiture, à un moment, il ouvrait la portière pour donner des shoots dans la roue parce qu'il y avait la neige qui était en train de bloquer les roues. Mais sans s'arrêter. Hein. Non, non, parce que attention, hein, je ne sais pas, il avait décidé qu'on ne s'arrêterait jamais. Bon, donc on ne s'est jamais arrêté. Et en fait, je me disais, les autres chauffeurs de taxi, ils sont où? Alors, à un moment, j'ai osé lui dire, et il m'a dit, mais les autres, les chauffeurs de taxi qui roulent, c'est les vivants. Je lui ai dit, c'est bien ça comme critère, effectivement, avec tous les virages qu'il y a. Qui va vouloir aller dans ce pays si tu ne l'aimes pas? Il faut vous rendre compte que si nous, on est enracinés là-bas, c'est parce que c'est un pays qu'on aime, c'est parce que c'est notre croyance, c'est nos monuments, c'est nos églises. Les Azéris, ils vont faire quoi là-bas? Ils vont faire quoi? Bon, et comme les Azéris, quand ils sont tout seuls, c'est des poules mouillées, eh bien, ils ne vont pas se presser pour y aller. Alors, arrêtez le défaitisme, hein, retroussez les manches, mettez-vous au combat, et il faut savoir, ce n'est pas par les réseaux sociaux qu'on mène des combats. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut être pratique. Allez, je vous embrasse avant qu'on s'énerve. Maintenant, on passe au pugilat et j'entends toutes les questions, tout ce que vous voulez. En tout cas, sachez qu'on est ensemble et que je ne fais pas partie des gens qui laissent tomber. Hein. Alors, ceux qui veulent laisser tomber, ben, il faut qu'ils s'éloignent de moi. Hein.